Quand on dit la Renaissance, on pense tout de suite à Léonard de Vinci, à Michel-Ange, à des chefs-d'œuvre, quoi. Mais le mot lui-même, il veut dire Renaissance. Alors la grande question c'est, qu'est-ce qui a bien pu renaître comme ça dans l'Europe du XVe siècle? C'est justement ce qu'on va explorer. Alors, pour faire simple, la Renaissance, c'est cette période charnière, qui s'étale sur le XVe et le XVIe siècle. Mais attention, ce n'est pas juste une date dans un livre d'histoire, hein. C'est une vraie transformation, en profondeur. Ça touche à tout, la culture, l'art, la science. Et le truc qui a mis le feu aux poudres, c'est un retour vers le passé, un retour aux grandes idées de l'Antiquité, des Grecs et des Romains. C'est vraiment ça, le pont qui nous fait passer du Moyen-Âge au monde moderne. Ok, mais la question qu'on peut se poser c'est pourquoi ça a commencé en Italie? Et pourquoi à ce moment-là, pas avant, pas après? Eh bien, tout part de cités-États super dynamiques comme Florence ou Venise. Et ce n'est pas du tout un hasard. C'est plutôt un alignement des planètes si on veut. Plusieurs facteurs se sont combinés pour créer un terrain hyper fertile pour que toutes ces nouvelles idées puissent germer. En gros, on peut dire qu'il y a eu 4 grands déclencheurs. D'abord, on a redécouvert les textes de l'Antiquité, des philosophes comme Platon, Aristote, qu'on se remet à lire avec passion. Deuxième truc, un événement géopolitique majeur, la chute de Constantinople en 1453. Ça a l'air de rien, mais ça a poussé plein de savants à se réfugier en Europe, avec leurs livres et tout leur savoir. Troisièmement, une révolution technique, mais alors une vraie, l'imprimerie, vers 1450 grâce à Gutenberg. D'un coup, les idées peuvent circuler à une vitesse folle. Et enfin, le nerf de la guerre, l'argent. De riches marchands, des banquiers, qu'on appelle les mécènes, se mettent à financer les artistes, les penseurs, bref, ils investissent dans la culture. Et tout ce mélange, tout ce bouillonnement, ça a fait naître le vrai moteur intellectuel de la Renaissance, l'humanisme. C'est un courant de pensée qui va, mais alors complètement, chambouler la vision du monde de l'époque, et surtout la vision de la place de l'être humain dans ce monde. Et là, la rupture est spectaculaire. On passe d'un monde, le monde médiéval, où tout était centré sur Dieu, sur la communauté, sur la foi, à une époque complètement nouvelle, où c'est l'individu qui devient central. Sa capacité à raisonner, son esprit critique, son éducation, tout ça passe au premier plan. C'est une vraie révolution philosophique, ni plus ni moins. Le principe de base de l'humanisme, c'est donc ça. On remet l'humain au centre de tout. On se dit que l'éducation, le savoir, c'est essentiel. Pour ça, on revient aux textes originaux, en latin, en grec. Et surtout, on développe l'esprit critique. L'homme idéal, ce n'est plus seulement le croyant qui suit les règles, c'est l'individu complet, curieux, qui cherche à comprendre par lui-même, qui est éduqué et libre. Et ce courant, il a été porté par des personnalités incroyables. On a par exemple Erasme, qui pensait que l'éducation pouvait tout changer. Il y a aussi Thomas More, en Angleterre, qui a écrit l'Utopie, en imaginant une société parfaite. Et puis chez nous, en France, on a Rabelais, qui célébrait la connaissance et la vie avec une énergie débordante, un appétit de géant. Alors maintenant qu'on a vu les idées, voyons comment tout ça s'est concrétisé. Parce que l'humanisme, ça ne reste pas juste dans les livres, bien au contraire. Ça va complètement transformer des domaines très concrets comme l'art et la science. Et pour l'art, c'est une vraie révolution pour les yeux. On oublie un peu les images très symboliques, très religieuses du Moyen-Âge. Là, les artistes de la Renaissance, leur but, c'est de peindre le monde tel qu'il est. Et surtout, de représenter l'être humain avec un réalisme bluffant. Et pour y arriver, ils développent tout un tas de nouvelles techniques. Il y a la perspective, par exemple, cette astuce géniale pour donner une impression de profondeur à une image plate. Ils sont aussi obsédés par le réalisme, au point d'étudier l'anatomie, parfois même en disséquant des corps pour bien comprendre comment chaque muscle fonctionne. Et bien sûr, ils s'inspirent énormément de l'art de l'Antiquité, des statues grecques et romaines. Et c'est de là que vient cette fameuse idée de l'homme de la Renaissance. Quand on pense à Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, il ne faut pas voir que des artistes. De Vinci, par exemple, il était aussi ingénieur, scientifique, inventeur. C'était des touche-à-tout de génie qui incarnaient parfaitement cette soif de tout savoir, de tout comprendre, qui est typique de l'époque. Mais cette nouvelle manière de regarder le monde, elle ne s'arrête pas à la peinture ou à la sculpture. En science, c'est la même chose. Fini de croire sur parole ce qui est écrit dans les vieux livres. Maintenant, on observe, on expérimente. On veut comprendre par soi-même comment le monde fonctionne, pour de vrai. Et les résultats sont spectaculaires. Ça donne des découvertes qui vont faire trembler des croyances vieilles de plusieurs siècles. Prenez Copernic, il avance une idée qui paraît complètement folle à l'époque. Et si c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, et pas l'inverse? De son côté, De Vinci dessine le corps humain avec une précision jamais vue. Un peu plus tard, Galilée, avec sa lunette astronomique, va carrément apporter les preuves qui manquaient à Copernic. Bref, la science moderne est en train de naître. Bon, évidemment, une révolution pareille est née en Italie, elle ne pouvait pas rester sagement dans ses frontières. Non, elle va se répandre dans toute l'Europe et transformer le continent pour de bon. Mais attention, cette diffusion, elle ne se fait pas partout de la même façon.
L'Italie, c'est clair, c'est le point de départ, l'épicentre. Mais ensuite, le mouvement s'adapte. En France ou en Espagne, par exemple, ça passe beaucoup par les rois et leurs cours. En Angleterre ou en Allemagne, ce sont plutôt les universités et l'imprimerie qui vont jouer ce rôle de diffuseur. Alors au final, qu'est-ce qui nous reste de la Renaissance? Eh bien, énormément de choses. L'explosion des sciences, bien sûr. Le fait que l'éducation devienne super importante. L'art qui a été complètement transformé. Et surtout, c'est la naissance de la pensée moderne, celle qui met l'individu au centre de tout. Et cet héritage, il a eu des conséquences en chaîne. Par exemple, cet esprit critique qu'on a vu avec l'humanisme, il va mener tout droit à la réforme protestante, qui remet en cause l'autorité de l'Église. Et pareil pour les grandes découvertes. Cette nouvelle soif de comprendre le monde, c'est elle qui va pousser les explorateurs à partir à l'aventure et à redessiner la carte du monde. Finalement, si on y réfléchit bien, au-delà de toutes les œuvres d'art magnifiques comme la Joconde ou le plafond de la chapelle Sixtine, le plus grand héritage de la Renaissance, ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on peut voir dans un musée. C'est peut-être une question toute simple mais immense et qui nous concerne encore aujourd'hui. Au fond, de quoi l'être humain est-il capable ?